Aujourd'hui, j'accueille Raphaël, fondatrice de Social Pistache, une entreprise qui t'accompagne dans ta stratégie de communication, dans le community management et elle fait également du consulting. En somme, on fait un petit peu le même métier toutes les deux. J'ai contacté Raphaël pour qu'elle nous partage son parcours professionnel. On a trop l'habitude de voir des parcours linéaires, des personnes qui restent 15 ans dans le même poste, juste après avoir été embauchées directement après leurs études. Tu verras que son parcours n'est pas celui-ci, que se laisser guider par les envies et les opportunités, c'est toujours une bonne idée, que trouver le fameux équilibre entre ses envies personnelles et professionnelles n'est pas toujours compatible. Aujourd'hui, Raphaël est pleinement épanoui dans ce qu'elle fait. Une histoire de plus pour prouver qu'on ne naît pas tous avec une vocation et que ça n'empêche pas de trouver sa voie un petit peu plus tard. Je te souhaite une bonne écoute. Ça suffit les conneries, le média anti-bullshit qui dit stop aux conneries autour de l'entrepreneuriat et la communication. Laisse-moi te présenter la marque My365, une entreprise française qui commercialise de la papeterie, notamment des agendas éco-conçus fabriqués en France à partir de papier 100% recyclé. Ça fait des années que j'utilise leurs produits, des agendas spirales, reliés de septembre à septembre ou même en année civile. J'ai aussi des carnets, pages blanches, lignées ou pointillées et même un carnet à dessin. Aujourd'hui, leur offre est de plus en plus diversifiée. Tu peux y retrouver des trousses, des crayons aquarellables et tout plein d'autres choses. Je te laisse les découvrir via le lien présent en description. Ce lien est affilié. Pour toi, ça ne change rien. Pour moi, ça montre à la marque que mon audience est intéressée par ce que je lui propose. Bonjour Raphaël et bienvenue sur Ça suffit les conneries. Bonjour Priscilla, merci pour l'invitation d'ailleurs. Je t'en prie, quand tu as commenté mon post LinkedIn par rapport à tes 1000 vies, j'ai eu envie qu'on en discute de vive voix à mon micro parce qu'aujourd'hui on a quand même on est dans une société où on a l'impression qu'on a souvent des parcours linéaires où depuis qu'on est petit on a une vocation qu'on va suivre absolument pendant toute son enfance et son adolescence et toi a priori c'est pas du tout le cas. Ah non, j'ai pas du tout eu un parcours linéaire et je dirais même que depuis le début, en fait, j'ai su que je ne pourrais pas avoir un parcours linéaire. Je me rappelle très bien quand j'étais avec ma conseillère d'orientation à l'époque, c'était en première, qui me disait il faut faire absolument des choix et encore c'était plus simple qu'aujourd'hui les choix finalement. Et moi je savais pas quoi faire. Mais comment ça, déjà une angoisse, comment ça faire, il faudra faire quelque chose pendant 40 ans, toujours faire la même chose. Mais pourquoi, en fait? Il y a tellement de choses dans le monde, tellement de choses à découvrir, mais pourquoi se cantonner à une chose? Et c'est vrai que du coup, j'ai quand même eu la chance dans mon parcours de vie de, de pouvoir explorer vraiment plein de choses, en fait. Et comment ça s'est manifesté du coup? Parce qu'effectivement, au lycée, il faut déjà faire des premiers choix, il faut faire un choix pour les études. Donc toi, comment t'as fait pour t'orienter, pour faire ces choix-là, même si t'avais l'impression que le champ des possibles était assez ouvert? Alors, ça a été assez difficile. Je t'avoue que pour moi, alors je savais que je voulais pas aller à la fac parce que je voulais pas être dans enfin voilà, moi tu me laisses à la fac, c'était la fête tous les soirs et voilà. Enfin, tu vois, il y a des gens à qui ça convient très bien. Et moi, j'étais le type de personne où il fallait que je sois sur un BTS ou un DUT, quelque chose de beaucoup plus cadré. Et je le savais, j'en avais conscience. Donc, je suis partie, mais bon, voilà, je savais pas trop. Voilà, donc j'avais passé des entretiens pour un BTS commerce international parce que les langues m'ont toujours passionnée. Mais le jour où je suis allée passer l'entretien, j'étais malade, mais vraiment malade. Donc voilà, je n'ai pas été prise sur celui-là. Et j'avais aussi passé des entretiens pour faire du coup un DUT informatique, puisqu'on est, moi quand j'ai passé mon bac, on est dans les années 2000, on est à l'émergence de l'informatique. Je préfère le rappeler parce qu'aujourd'hui l'informatique ça paraît tellement accessible. Et du coup je me dis bon ben pourquoi pas, c'est quelque chose de nouveau. Voilà, déjà j'étais déjà c'est quelque chose de nouveau que je connais pas plus. Pourquoi pas? Il y a certainement de l'avenir dans le métier. Et je me disais, de toute façon, ça va évoluer. Donc, ça pourrait être quelque chose peut-être où déjà je pourrais évoluer. Et donc, je suis partie en DUT informatique, un petit peu, voilà, mais un petit peu totalement par hasard quand même, hein. Ouais. Et après ce DUT, t'as fait autre chose ou t'es tout de suite rentrée dans le monde du travail? Non, j'ai poursuivi avec une licence, mais après la licence, je suis rentrée dans le monde du travail parce que j'avais besoin de travailler. Voilà, les études, c'est très bien et je dénigre pas du tout les études parce que voilà, il faut pouvoir aller pousser plus loin. Mais moi, dans mon être, dans ce que j'étais, ça ne me convenait plus. Et du coup, j'ai trouvé mon premier poste où je travaillais. À l'époque, je programmais des logiciels pour experts comptables avec ce qu'on avait donc l'ancêtre de l'IA, c'était les OCR, les logiciels de reconnaissance graphique pour l'échec. Donc c'était mon premier poste. Enfin voilà, je me suis vraiment amusée dedans, mais ça manquait d'humain. C'est là après voilà, moi en fait dans chacune des expériences, il y a des choses qui m'ont soit enfin vraiment épanouie, soit qui m'ont manqué et qui à un moment donné ont été bloquants pour que je puisse vraiment poursuivre là-dedans.
OK, et donc à ce premier métier, tu restes combien de temps? Je suis restée 4 ans. D'accord, bah, ça va quand même. Enfin, tu pas resté. Non, non, j'ai quand même été assez stable à chaque fois. J'ai pas fait des petits métiers pendant 5 mois, 4 mois, 3 mois à tester. Je suis quand même allée au bout de la chose. À chaque fois, j'ai fait au minimum 4 ans. OK, oui, donc ouais, effectivement, ça reste quand même, assez stable et finalement, c'est presque un cycle alors. Si à chaque fois tu fais 4 ans, tu changes, 4 ans, tu changes, et comment tu te rends compte justement que tu es arrivé au bout et que tu as besoin de voir autre chose? Alors, ce premier changement, ça a été une opportunité, en fait. Donc déjà, moi, ça faisait un petit moment que voilà, que j'étais pas au top parce que j'avais pas assez de relations avec l'humain, j'avais pas de retour client. Euh, Enfin, ça me manquait, vraiment, cette relation à l'humain me manquait et j'ai eu une opportunité, une porte ouverte, quelqu'un qui m'a dit, bah, écoute, demain, vu que tu es dans l'informatique, que tu sais faire des sites web, voilà, demain, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour me développer un webzine et aussi, mais du coup, je te formerai à la radio. Alors là, voilà, c'était partir de tout au tout, déménager, parce qu'il y avait aussi donc c'était pas dans la même ville, donc tout laisser d'un OK. côté et déménager. Mais l'opportunité pour moi était tellement folle que je me suis dit, je peux pas la laisser passer, c'est pas possible. Donc voilà, donc je suis devenue après du coup journaliste radio pour une petite radio locale, tout en montant un site web webzine qui avait très très bien marché à l'époque. Et ça t'a pas fait peur d'aller vers, quelque chose que tu avais encore jamais fait, enfin la radio en tout cas? Non. Bah alors, tu vois, bizarrement, pourtant, je suis une trouillarde pour beaucoup de choses. Mais alors, non, parce que je me suis dit, de toute façon, au pire, qu'est-ce que tu perds? Je vais avoir 24 ans à l'époque, 25, tu vois, quelque chose comme ça. J'ai pas de famille, j'ai rien. En fait, j'ai pas d'attache. Et si je perds, c'est pas grave, je rebondirai. C'est dans ma tête, et j'ai toujours été dans ce cas-là. C'est pour ça que j'ai toujours su rebondir. Dans ma tête, c'est en tous les cas, un boulot, si je veux en trouver un, si j'ai besoin d'un boulot alimentaire, je bosserai. C'est pas, voilà, c'est pas grave et je rebondirai. J'ai quand même un bon bagage. J'ai déjà des notions en informatique plus que stables. Donc, si je dois repartir là-dedans, je repartirai là-dedans. Ouais, donc tu pas en tout cas cette barrière de te dire, «Je sais pas faire, je ne peux pas faire et si ça marche pas, ouh là là, c'est dramatique». Non, parce que on apprend. Je suis partie de zéro, je le savais, donc je savais que je serais pas bonne dès le départ. Mais après, voilà, tu travailles. C'est sûr que quand tu as un parcours comme le mien, tu es obligé de te travailler, tu es obligé de travailler beaucoup plus peut-être que certains qui maîtrisent leur domaine. Mais je pense que j'ai une grande curiosité naturelle qui fait que voilà, j'ai besoin d'être nourrie et de voir de nouvelles choses et d'apprendre de nouvelles choses. Et j'avoue que cette expérience dans la radio restera pour moi une des plus belles expériences que j'ai eues parce que j'arrivais le matin et je savais jamais vraiment ce qui allait se passer dans ma journée. Donc des fois ça peut être des journées un peu plus plan-plan et des fois voilà j'ai pu rencontrer des célébrités, interviewer des politiques, enfin voilà avec plein de diversité. C'était vraiment ce qui m'a vraiment plu. Ça ressemble un peu à ton quotidien d'entrepreneur ou pas? Avec cette histoire de pas avoir tout le temps les mêmes journées. Parfois, tu auras des journées peut-être un peu plus plan-plan, par exemple les jours de compta, tout ça. Mais parfois, ce sera peut-être, un peu plus, cool. Bah, voilà, enregistrer un podcast ou peut-être rencontrer un nouveau client, faire un café visio, des choses comme ça. Est-ce que tu trouves que justement les quotidiens se ressemblent un peu? C'est vraiment ce qui me plaît moi dans l'entrepreneuriat. C'est déjà d'avoir la liberté entre guillemets de pouvoir choisir à qui je vais parler dans la journée. Parce que je vais aborder les gens ou je vais décider de juste pas ouvrir mon téléphone pour mes clients ce jour-là parce que je suis en mode deep work pour un autre client. Voilà, donc c'est vraiment de pouvoir planifier. Alors oui, j'ai un petit peu moins ce truc de je ne sais pas ce qui va arriver dans la journée puisque quand même j'ai finalement des tâches qui sont pas répétitives, mais j'ai des choses à faire et j'ai des objectifs à me fixer dans la journée. Mais c'est vrai qu'une journée à l'autre ne se ressemble pas. Je suis pas forcément derrière à faire de l'Excel toute la journée ou à coder. Voilà, un logiciel pour expert comptable, c'est que ça va au-delà et c'est voilà, ça ouvre encore plus les choses. Et c'est vrai que c'est vraiment ce qui me plaît. Et je pense que j'ai mis très longtemps à y arriver parce que j'avais pas eu vraiment de modèle, tu vois, d'entrepreneur qui en tout cas qui aurait pu être rassurant sur ce point-là et me dire c'est ce qui te convient. Et ça, c'est vraiment dommage, je trouve, même tu vois, pour les étudiants aujourd'hui, pour les jeunes. En plus, avec cette réforme du bac, on leur demande de choisir très, très tôt une spécialité. Enfin, moi, je pense que j'aurais été perdue. Aujourd'hui, tu me demandes de passer le bac, je serais en mode peur intérieure totale. Alors qu'on pourrait, voilà, il n'y a pas assez ce développement du mindset de l'entrepreneur et de se dire, c'est pour moi ou c'est pas pour moi, parce que c'est pas forcément pour tout le monde. Ça, j'en reste persuadée. Donc, Mais ouais, et du coup, toi, après ton expérience radio, tu fait quoi? Parce que du coup, on n'est pas encore arrivé à la case entrepreneur. non, il y a encore pas mal de choses. Bon, la case radio se termine plus ou moins mal parce que je suis plus payée, donc je vais au prud'homme et dans tous les cas, ça coule.
ça arrive, mais ça reste quand même pour moi un très bon souvenir. Entre-temps, je rencontre celui qui sera mon mari aujourd'hui. Et j'avais toujours dit je n'épouserai pas un militaire, et j'ai épousé un militaire. Donc je l'ai suivi. Donc j'ai continué un petit peu à faire de la pige pour la radio tant que j'étais en France. Et puis je crois 1 an après, il m'annonce, il me dit écoute, dans 6 mois on part en Afrique, 3 ans. Donc je suis partie à Djibouti pendant 3 ans. Et là-bas j'ai quand même travaillé parce que je ne sais pas ne pas rien faire, ne rien faire. Donc bon, j'ai été animatrice de Zumba en tant que bénévole, mais à côté de ça, j'ai aussi bossé pour le club sportif et artistique, donc des Français expatriés à Djibouti, en tout cas dans le cadre de l'armée. Et donc là, c'est 4000 adhérents, 80 sections à gérer, un petit hôtel au plus sur la plage. Enfin voilà, c'était aussi très, très sympa parce que tu vois, quand tu dois aller vérifier que tout se passe bien à l'hôtel, que tu prends le bateau, que tu as les dauphins à côté de toi, autant te dire que ta journée, elle est refaite, hein. Donc là, c'est top. Donc ça, et puis on est donc rentré en France. Entre-temps, j'ai eu aussi mon fils. Donc il y a pareil, à ce moment-là, les priorités de vie changent, puisque alors ça après c'est des problèmes de femme de militaire, mais on n'a pas forcément la famille à côté, donc on n'a pas forcément la simplicité de se dire s'il y a un problème de garde, il y a mamie, il y a papy, il y a grand-père, il y a grand-mère, il y a tati, il y a tata. Non, nous il y a jamais eu personne à côté, donc on a toujours dû se débrouiller. Et c'est vrai que quand on est rentré en France, j'ai eu un coup dur, un décès dans ma famille qui m'a un peu mis mal, mais il fallait absolument que je réponde à des offres pour l'emploi parce qu'on était dans une région, tu sais, ils font des régions tests régulièrement. Et là, c'était la région test où si tu répondais pas aux offres d'emploi, on t'imposait d'aller faire un boulot. Donc là, le truc, truc qui était pas possible pour moi. Du coup, je réponds à des annonces qui correspondent plus ou moins en me disant c'est bon, comme ça, ils me foutent la paix au moins juste le temps que j'aille mieux dans ma tête. Bien, ouais, c'est ça. Ouais, sauf que, en fait, lundi matin, quelqu'un m'appelle, je comprends un mot sur deux et je comprends que c'est pour, faire du remplacement dans l'éducation nationale. Bon, ok, il me dit ma secrétaire vous rappelle. Moi, je pars faire ma journée comme d'hab, faire mes petites courses, mes petits trucs, puis elle me rappelle, tu vois. Donc là, elle me demande, j'apprends un petit peu plus. Elle me dit, écoutez, est-ce que vous êtes disponible cet après-midi pour aller faire l'entretien avec le chef d'établissement? Oui. Ok. Donc j'appelle quand même mon mari en lui disant, je risque de pas pouvoir récupérer le petit, donc il faudra que tu le gères. Je passe mon entretien et en fait là presque là le lendemain, il me disait, vous êtes là le lendemain. Et là, j'ai fait, wow. Alors, c'était, je crois que c'était 1 semaine avant les vacances de la Toussaint. Donc là, j'avais dit, écoutez, ce qu'on va faire, c'est que vous me laissez au moins les vacances de la Toussaint pour que je puisse préparer un minimum de cours, puisque j'avais rien et on te donne rien. Enfin, toi qui as été dans l'éducation nationale, voilà, tu sais. Voilà, moi, je suis arrivée du coup contractuelle, mais on m'a rien donné. On m'a dit, demain, tes preuves de techno face à des élèves j'étais en REP+. En plus, okay. ouais. Voilà, ok. Après, franchement, c'est l'établissement dans lequel je me suis le plus régalée. Souvent, les équipes, c'est vrai qu'elles sont cool dans ces endroits-là, mais voilà, c'est pas non plus anodin. On peut pas te laisser comme ça. Enfin, c'est des enfants qui ont des besoins particuliers, donc il faut pouvoir y répondre, quoi. C'est ça. Donc du coup, autant te dire que j'avais pas forcément prévu moi de mettre mon fils à la garderie pendant les vacances, il y a été tous les jours et pendant 3 semaines en fait, j'ai charbonné pour avoir des cours et j'avais charbonné pour avoir des cours à peu près jusqu'à Noël parce que un cours ça se prépare pas en claquant des doigts ou en demandant à ChatGPT, quoi qu'aujourd'hui peut-être que tu pourrais le faire, mais ça se passe pas comme ça, surtout en techno où derrière, mine de rien, il y a de la manipulation, un petit peu d'ordi. Enfin, tu vois, je savais pas qu'est-ce qu'ils avaient comme logiciel, donc ça a été un peu en tâtonnant. Et du coup, j'ai fait ça pendant 5 ans, en changeant à chaque fois, en suivant du coup aussi mon mari et en changeant d'établissement. Et du coup, là, après, il y a eu le question de dernière mutation. C'était il y a 2 ans. Et là, à un moment donné, c'est moi où je fais stop. Stop, j'ai besoin de me poser. Mon mari était en fin de carrière, comme on dit. Donc lui, dans tous les cas, à un moment donné, on va se poser. Il se pose la question de est-ce qu'on se pose là où on est? C'est pas grave, on n'a pas la famille, mais est-ce qu'on se pose une bonne fois pour toutes ou pas? Et c'est notre fils qui a au final décidé pour nous, parce que pour lui, ce déménagement était le déménagement de trop. Il était pourtant tout petit, hein, mais voilà, les copains et très très dur. Et tu as des personnalités qui peuvent voyager. Tu peux les emmener partout, c'est pas grave. Et il y en a d'autres, ils ont besoin de stabilité. Et il fait partie de ceux qui a besoin de stabilité. Et du coup, voilà, à un moment donné, se dire bon, on se pose, on verra. Peut-être que ça veut pas dire que dans 10 ans on bougera pas, mais au moins quelque temps, le temps que lui, il arrive à se faire une sociabilisation et que ce soit mon mari ou moi, on a beaucoup bougé, donc on sait à quel point c'est important de pouvoir se faire des amis et de pouvoir compter dessus. Donc on le laisse là. Et du coup, moi, est-ce que j'ai encore envie de faire prof? Donc j'avais postulé. Déjà, on m'a pas appelé, il y avait peut-être pas de besoin dans cette académie. Et là, de me dire, mais en fait, c'est pas ça. Ça, voilà, c'est bien, mais j'arrive pas encore. Enfin, moi, j'ai un blog de cuisine depuis, bon, là, que j'ai un peu laissé tomber, mais que j'ai
depuis du coup maintenant bientôt 4 ans. Et du coup, c'est comme ça que j'ai vraiment touché les réseaux. Alors, sachant que les réseaux, moi, j'avais déjà mis, tu vois, le webzine sur les réseaux sociaux en 2007, donc il y a très longtemps. Donc, si tu veux, c'est vraiment un outil dans lequel je crois. En tout cas, pour asseoir, enfin voilà, pour être là, pour asseoir sa présence, c'est vraiment, voilà, c'est vraiment quelque chose dans lequel je crois. Mais pour moi, je me sentais pas assez légitime parce que oui, je maîtrisais certains réseaux, mais à côté de ça, il y en avait d'autres, c'était l'inconnu total, tu vois. Donc, j'ai décidé de faire une formation. J'ai repris une formation diplômante qui a duré 6 mois, enfin 9 mois en tout après avec l'examen, pour me remettre à niveau sur justement tous ces réseaux. Et je me suis lancée juste après. Donc on en arrive là aujourd'hui où je suis aujourd'hui. Et quand tu as repris ta formation diplômante, t'as pas eu envie de retrouver un contrat dans une entreprise? T'as directement eu envie de te lancer dans l'entrepreneuriat cette fois? Ouais, ben en fait là, je me suis dit de toute façon à tout tenter. Je le tente le tout pour le tout. J'ai envie de me dire, j'ai essayé. Ça marche, c'est cool. Ça marche pas. Il y aura toujours, j'aurai toujours moyen de trouver un boulot. C'est pas, j'en ai toujours trouvé. Normalement, enfin, à chaque endroit où je suis arrivée, au maximum 2 mois après, j'avais un boulot. Donc, je me connais. Je suis pas quelqu'un qui restera à rien faire. Donc, je ne pourrais pas. Mais là, j'avais besoin de tester et de me dire, je le fais par moi-même. Je trouve que ton discours, il est ultra intéressant parce que je sais plus avec qui j'en parlais, mais tu vois, moi, par exemple, quand je me suis lancée dans l'entrepreneuriat après l'éducation nationale, bah, j'avais déjà commencé à suivre des entrepreneurs sur les réseaux et en fait, je me disais, c'est l'entrepreneuriat ou rien. Et je m'étais jamais dit, bah, si j'arrive pas à me lancer, bah, je pourrais prendre un boulot alimentaire, etc. Et du coup, ça te met une pression de dingue. Et en parlant autour de moi, je me rends compte que, bah, on se met tous un petit peu tout seul cette pression, comme si, en fait, quand tu te dis, bah, ok, je me lance dans l'entrepreneuriat, comme s'il y avait que ça et que tu pouvais pas prendre justement à côté alimentaire ou quelque chose en tout cas qui te rend plus confiant et plus en sécurité. Et toi, je trouve ça trop bien que du coup tu l'aies eu en première attention. Tu vois, parce que moi je me rends compte avec le recul, mais sur le coup, absolument pas, tu vois. Et là, je trouve ça cool que toi t'en parles, parce que bah je pense que c'est utile d'entendre ce type de discours-là, parce que juste bah ça t'enlève une pression et tu te dis bah en fait j'essaye, et au pire si j'y arrive pas tout de suite, bah effectivement je peux prendre un travail alimentaire ou quoi que ce soit, et si j'y arrive pas du tout, bah c'est pas grave non plus, je peux aussi prendre un autre travail ou changer de voie ou quoi que ce soit. Donc bah c'est trop bien que tu le dises en fait. Moi, je trouve que c'est important, si tu veux, en fait, moi, j'ai toujours eu besoin de me dire j'ai un filet de sécurité. Parce que, tu vois, je suis quelqu'un qui a aussi des peurs. Voilà, j'ai toujours eu peur de manquer, j'ai toujours eu peur alors que pourtant, j'ai jamais manqué de rien. Et tu vois, c'est des choses C'est des qui, peurs, hein, c'est pas rationnel, hein. voilà, c'est pour ça, tu sais pas d'où ça vient. Mais en même temps, même si tu vois, pourtant, à chaque fois, j'ai eu peur de pas trouver de boulot à chaque fois. Mais en fait, c'est avec le recul, je me suis dit, mais en fait, à chaque fois, t'es arrivé, t'as déménagé. En 3 mois, t'avais un taf, quoi. Et t'as pas forcément plus demandé, plus poussé, plus cherché. Donc c'est vrai. Ouais, moi demain, ça s'arrête pour X ou Y raison. Je retrouverai un boulot, c'est pas grave. On va rebondir. Il y a pas qu'une seule voie qui est tracée. C'est pas parce qu'on prend une voie qu'il y a pas d'autre chemin. De toute façon, dans la vie, moi, je vois la vie comme plein de chemins. Des fois, tu marches, puis on te dit, tu vas à droite, tout droit ou à gauche. Tu vas prendre un chemin mais tu sais pas ce qu'il y a derrière. Tu le prends. De toute façon, oui. Et puis après, peut-être que tu peux redévier sur la voie de gauche ou sur la voie de droite ou trouver un autre chemin. Et c'est pas grave, en fait. Il n'y a pas d'arriver d'un point A à un point B, puisque le point A, il est pour tout le monde différent. Le point B, il est pour tout le monde différent. Donc, on va pas forcément passer par les mêmes chemins pour aller à l'endroit qui est pas le même. À chacun de trouver son chemin. La seule chose, c'est pour moi, et ce qui est très important, tu vois, avec le recul aujourd'hui, avec le recul que j'ai sur la vie, c'est de me dire, c'est de prendre du plaisir. C'est de faire quelque chose qui me plaît. Aujourd'hui, je suis alignée avec ce que je veux, mais je sens déjà qu'il y a des choses qui vont évoluer, parce qu'il y a des choses dans ce que je fais que j'aime moins, et que ces choses-là, soit je vais les déléguer, soit j'irai faire différemment et faire en tout cas évoluer mon offre pour faire des choses qui me plaisent. Aujourd'hui, j'ai envie de faire des choses qui me plaisent. Alors moi, là, je me mets un peu la pression aussi, c'est sûr, puisque je sais que tu vois, mon mari, que je te disais, lui, il est bientôt en fin de carrière professionnelle, mais il n'est pas en fin de carrière, il est encore largement. Donc il va falloir aussi à un moment donné que lui retrouve. Du coup, voilà, si derrière je peux l'aider par rapport à ce que j'ai pu apprendre ou l'aider. Alors je pense que l'entrepreneuriat sera pas fait pour lui, mais voilà, si je peux l'aider ou l'accompagner là-dedans, je l'accompagnerai. On est tous différents. Tu vois, moi, je me rappelle, c'est ma mère au moment où j'avais eu mon fils qui m'avait dit, de toute façon, un enfant, c'est simple. Tu vas dans un champ, tu prends une herbe, tu prends la deuxième à côté, elles sont pas pareilles. Il y en a aucun pareil. Et dans la vie, c'est pareil. En fait, tu vas partir dans la vie avec ton bagage, ce qu'on t'apprend et ce qu'on peut te donner, avec tes peurs aussi qu'on va te donner et qui vont te suivre toute ta vie, mais tu travailles dessus. Et après, voilà, toi, ton chemin, il est là.
mais ça veut pas dire que tu dois suivre toutes les herbes parce que toutes les herbes font la même chose, quoi. Et du coup, quand on te pose des questions type, dans 5 ans, tu penses que tu feras quoi? Dans 10 ans? Enfin, dans 2 ans? Est-ce que tu arrives à répondre à cette question? Parce que moi, parfois, je me dis: «Mais je sais pas où je serai demain». Donc pour moi, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, ça me paraît si loin parce que finalement, peut-être que je trouverai des choses à faire auxquelles je pense même pas encore aujourd'hui. Ah, mais voilà, moi, je suis totalement comme toi. Pour moi, c'est les genres de questions où tu te projettes. Alors par contre, tu vois, alors je sais plus avec qui j'avais discuté, qui m'avait un petit peu justement ouvert l'esprit là-dessus en me disant, mais en fait, c'est pas, il faut que tu sortes du point où tu es là maintenant et que tu parles avec ton cœur et que ton cœur te dise qu'est-ce que tu aimerais pour plus tard. Et en fait, c'est le cœur qui parle et pas la tête. Donc, le cœur va te dire, j'ai envie de me sentir bien, j'ai envie de me sentir libre, j'ai envie d'être peut-être en sécurité. Et de ces points-là, pour moi, ça va être, bah, si j'ai besoin de me sentir en sécurité, bah là, peut-être que le retour vers le salariat sera beaucoup plus simple. Enfin, en tout cas, beaucoup plus sous-entendu que j'ai envie de me sentir libre. Donc, voilà, après ça. Et puis, on a tous à des moments de vie, bah, soit besoin de sécurité, soit besoin de se sentir libre. Et c'est OK, quoi, en fait. Ah mais c'est hyper intéressant le fait de mettre, finalement en perspective les valeurs. Parce que souvent tu vas entendre, bah, j'ai envie de me sentir libre ou j'ai envie de peu importe, mais on se dit pas que, bah, peut-être à ce moment-là, il y en a une qui va prendre le pas sur l'autre parce que ce sera le besoin le plus important. Alors qu'en fait, si effectivement ça fait complètement sens de suivre aussi, bah, là où tu as besoin d'aller plus que là où tu as envie d'aller juste pour te sentir bien. C'est tout à fait parce qu'en fait, par exemple, si jamais, alors moi, je le projette plus, hein, mais si, tu vois, quand j'ai projeté d'avoir mon fils, j'avais besoin de sécurité. Surtout quand on est rentré en France, j'avais un besoin de sécurité et j'avais besoin. Et c'est vrai que bon, quand en plus c'est le prof qui est tombé, donc j'avais mes vacances. Ben, si tu veux, j'ai pas mis longtemps à accepter parce que c'était ce besoin-là que j'avais à ce moment-là et qui m'allait très bien parce que j'ai pu accompagner mon fils, j'ai pu profiter de lui. Mais tu m'aurais dit ça 3 ans avant, j'aurais pas pu te dire, c'est peut-être ça. Mais c'est vrai que quand il y a des réflexions, tu vois, surtout quand tu es maman et que tu veux être maman, ben, tu sais que ton quotidien, il va forcément changer et qu'il va forcément devoir s'adapter. Donc, tes envies, elles vont être aussi en fonction de ça. Et voilà, il faut écouter ses envies, il faut essayer au maximum, parce qu'après, des fois, on n'a pas le choix de faire ce qu'on peut. Et si on n'a pas le choix, c'est essayer de trouver un échappatoire ailleurs pour justement pas se dégoûter tout de suite, parce qu'après, une fois qu'on dégoûte, c'est burn-out assuré, quoi. Ouais, c'est Et là, clair. c'est compliqué, quoi. Ouais, c'est pas la même paire de manches. Et tout à l'heure, tu disais que tu étais de nature curieuse. Est-ce que tu as toujours été curieuse depuis que tu étais petite? Et si oui, est-ce qu'on te faisait comprendre que la curiosité, c'était un vilain défaut ou une belle qualité? Alors, ça dépendait pourquoi. Mais moi, c'est vrai que j'ai toujours. D'ailleurs, quand je vois mon fils, je me dis en fait, j'ai 1000 mois avec les questions. Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et pourquoi? Et des fois, à un moment donné, c'est juste, mais tais-toi, en fait, je sais pas pourquoi, je peux même pas te dire pourquoi. Mais non, j'ai toujours été de nature curieuse parce que j'aime bien apprendre. Alors, ça dépend bien entendu de certains sujets, mais j'aime bien savoir comment ça marche. J'aime bien aller voilà, voir de nouvelles choses, lire de nouveaux auteurs, tu vois. Alors, je suis pas une grande lectrice, hein, attention, hein, mais si tu me fais découvrir quelqu'un qui sur des bouquins qui me font vibrer, je suis capable de dévorer des bouquins en 3 jours. Des fois, j'ai des phases, j'ai des périodes. Pendant 4 ans, j'ai eu ma grande phase cuisine parce que je cuisinais énormément et je suis encore toujours. Bon, là, en ce moment, j'ai beaucoup moins de temps, clairement, et puis parce que j'ai pas l'envie de me concentrer là-dessus. Donc, j'écoute mes envies, mais ouais, non, j'ai toujours été curieuse. Après, ça dépendait sur quoi. Des fois, on me disait la curiosité est un défaut, mais j'ai envie de te dire que ça, c'est plus générationnel avec la famille d'où je viens, où il y avait un côté qui était très tradit, et donc la curiosité est un défaut, il faut pas. Et à côté de ça, j'ai quand même pu m'exprimer sur plein d'autres choses, quoi. Tu vois, enfin, ils m'ont laissé, enfin, j'ai fait de la musique, j'ai fait du piano, j'ai fait du violon. Il y a juste, voilà, ils m'ont juste bridé sur quelque chose que j'aimais beaucoup, mais qui pour eux n'était pas essentiel à la vie. Mais voilà, sinon, j'ai toujours voulu et je me suis toujours débrouillée toute seule, en fait. Parce que j'ai voulu le faire. Après, des fois, j'arrivais et je disais à ma mère, je me rappelle, moi, je devais être au collège et je suis une passionnée de photos et j'avais réussi à trouver un cours de photo, si tu veux. Mais en fait, j'avais tout rempli le dossier, j'avais presque rempli le chèque, elle avait plus qu'à signer, quoi. Voilà, je veux faire ça cette année, c'est ça que je veux. Et c'est ce que j'avais envie d'explorer. Donc, voilà, toujours essayer de voir plus, d'apprendre plus. Donc, voilà. Mmh. Et tes parents justement, ils ont quel regard sur ton parcours? Parce que parfois en tant que parent, surtout avant, c'était vraiment, bah, voilà, il faut que tu aies un métier pour toute la vie, la fameuse sécurité, le CDI, le fonctionnariat, peu importe, mais quelque chose en tout cas qui t'apporte une sécurité sur le long terme. Du coup, toi, c'est pas du tout ton cas vu que tu as quand même changé souvent, même de lieu d'ailleurs, même de pays, même de continent. Donc comment tes parents et ton entourage proche ont vécu ça? Alors, je dirais surtout ma mère, hein, parce que
Ma mère, ça a été bizarre pour elle. Parce que tu vois, ma mère, elle est médecin, donc tracé linéaire d'une passion et toute sa vie, elle a fait ça, si tu veux, mais passionnée. Et moi, j'admire ça aussi, hein. Mais c'est vrai que bon, ben, quand j'ai trouvé mon premier boulot, elle était contente. Quand il a fallu changer, c'était mais t'es sûre? Ben oui, je suis sûre, j'assume, voilà. Quand j'ai rencontré mon mari, je lui ai dit que je partais en Afrique, elle était un petit peu, voilà. Alors ça, elle m'a toujours soutenue. Et je pense qu'elle a vécu un petit peu par procuration aussi, si tu veux, toutes ces expériences ce que j'ai pu vivre. Alors c'est vrai que quand je lui ai dit que je me lançais dans l'entrepreneuriat, là, ça a été une autre paire de manches. Mais t'es sûre? Bah alors, elle me soutient, hein. Je vais pas dire le contraire, c'est un super soutien, c'est vraiment un super soutien. Mais voilà, tu vois, elle a toujours l'appréhension parce que l'appréhension bah oui, elle a eu la sécurité financière que du coup j'ai beaucoup moins aujourd'hui. Bon, maintenant ça marche, donc je vais pas me plaindre. Mais c'est vrai qu'au début, bah, je pense elle a pas trop montré, mais je l'ai senti, mais tu sentais qu'il y avait des angoisses sur elle. Ah là, est-ce que ça va marcher, quoi? Mais c'est bien parce que finalement, même si toi tu sens qu'il y a pas une réticence, mais une angoisse, elle n'a pas non plus projeté toutes tes peurs sur ton parcours. Parce que tu vois, tu dis qu'elle a toujours été un soutien, alors que finalement, il y a des parents ou même de l'entourage qui ont du mal à être un soutien parce que justement, ils ont tellement de peur qu'ils font que te poser des questions et presque te faire douter. Alors que toi, dans ton cas, ça n'a pas été comme ça. Non, mais après, je pense qu'avec mon caractère, à un moment donné, elle savait que c'était soit on partait au clash parce que c'est ce que j'avais décidé et que quand j'ai décidé quelque chose, j'ai envie d'aller au bout des choses. Donc voilà, non, il y a ça aussi. Ouais. Et finalement, en étant médecin, elle est quand même libérale, donc c'est pas tout à fait pareil que Non, non, elle était pas l'entrepreneuriat. libérale. Ah, elle est Non, non, pas elle était pas libérale. libérale. Non, non, elle D'accord. était pas, elle est à la retraite. Elle a été libérale, donc elle connaît, hein. Elle sait ce que Ok. c'est aussi, Oui, bah justement. voilà, c'est pour Elle a ça. été libérale, mais elle a choisi après de trouver un poste en hôpital, si tu veux. Ok. Donc elle était fonctionnaire, du coup, si tu veux. Mais parce que justement, je pense qu'il y avait ce côté entrepreneuriat qui était moins son truc, si tu veux. C'était Ouais. moins. Après, pour les médecins, c'est aussi très compliqué avec tout ce qu'il Oui. y a, les assurances. Enfin, c'est encore autre chose, C'est si ça, c'est tu veux. encore autre chose. Mais du coup, si elle était dans ce parcours libéral, bah voilà, elle aurait pas été complètement, on va dire, à la ramasse, si je puis dire, concernant tout ce qui concerne l'administratif et tout ce qui peut être en lien justement avec ce côté indépendant. Donc, bien évidemment, Oui. c'est pas pareil, mais en tout cas, ça pouvait se rejoindre, en tout cas, sur certains points. Et donc, aujourd'hui, est-ce que tu trouves que c'est ta vie personnelle qui a influé sur ta vie professionnelle ou l'inverse? Ou est-ce que les deux ont été complémentaires l'un avec l'autre? Alors, je dirais que dans une première partie de ma vie, quand j'avais pas d'attache, c'est ma vie pro qui a influencé ma vie perso puisque j'ai déménagé pour aller voir un boulot, j'ai tout quitté pour quand je suis partie en radio. Et après, ben non, après c'est clairement ma vie perso qui a influé puisque j'ai décidé, après je l'ai décidé, hein, de me marier, de suivre mon mari, de pas rester, de pas faire ce qu'on appelle du célibataire géographique. Où lui, il rentre seulement le week-end. Donc, on a décidé qu'on était ensemble, on était ensemble jusqu'au bout. Donc, j'ai décidé que ma vie perso allait influer ma vie professionnelle. Après, heureusement qu'il est là et qu'il m'a soutenue là, tu vois, quand je me suis lancée, parce que ça aurait pas été possible non plus. Ou en tout cas, pas dans cette même mesure, pas avec une certaine, tu vois, une pression en moins, une petite pression en moins, parce qu'on va pas jouer pas là, on va pas se leurrer qu'au début, bah, c'est quand tu rentres rien, il y a rien qui rentre, donc c'est pas évident. Et d'avoir donc quelqu'un qui assure un minimum l'intendance financière de la maison, c'est aussi rassurant pour quelqu'un comme moi qui a la peur de manquer. Donc heureusement qu'ils sont là, mais c'est clair et net que non, c'est ma vie perso qui a beaucoup influé sur ma vie pro. Et tu penses que ça va continuer sur cette tendance ou de nouveau ce sera ta vie pro qui va réinfluer sur ta vie perso? Non, je pense que maintenant on va être dans l'inverse. Maintenant que je commence à être plus sereine, on va être dans l'inverse. Ce sera ma vie pro qui influencera ma vie perso, clairement. Mais voilà, en faisant attention justement que la vie pro ne prenne pas le dessus, parce que c'est un peu le risque dans l'entrepreneuriat de se laisser un petit peu déborder par justement cette envie de réussir, d'y aller, de réussir et d'oublier de vivre à côté, quoi. Donc j'ai eu droit à un petit rappel cet été. Ça m'a fait gentiment comprendre que voilà. Et puis donc bon voilà, après ça se passe bien, mais tu vois, enfin, c'est vrai qu'on était dans un endroit où ça passait pas. Bah voilà. Obligé. Du coup, oui, donc du coup c'est là où je me suis dit oui, je passe quand même beaucoup de temps à travailler. Donc ça fait du bien de poser aussi. Donc maintenant j'essaye d'avoir un peu plus de vraiment mieux mesurer le temps pro et perso. Après je regrette pas ma première année de m'être donnée à fond parce que moi j'ai aucun regret, tu vois,
ou remords, je sais plus, parce qu'à chaque fois il y a le truc de regret, remords, bon, ça me fatigue. Mais j'aurais aucun regret de me dire j'ai pas tout fait pour y arriver. Voilà, j'ai mis 1 an et j'ai tout fait et là ça marche. Donc, mais j'ai tout mis en œuvre. Je suis entière en fait à la base et donc moi si je fais pas les choses jusqu'au bout, si je vais pas jusqu'au bout des choses, là je serai frustrée. Là je me dis je vais au bout. Ouais, bah justement, on retrouve un petit peu dans ce discours-là l'intensité que tu peux aussi avoir lorsque tu décides de faire quelque chose et d'aller au bout. Et finalement, quand tu ressens plus cette flamme, on va dire, bah justement de changer pour la faire renaître peut-être sur un autre projet. Oui, tout à fait. Mais bon, là, pour l'instant, j'ai pas d'autres projets. Hein. Non, mais déjà, ce projet-là, il est essayer déjà assez dense. Voilà, celui-là, il est assez dense. Hein. L'entrepreneuriat, c'est pas un long fleuve tranquille. Hein. C'est des montagnes russes qui te font parfois couler sous l'eau et voilà. Mais non. Après, c'est sûr que pour moi, l'entrepreneuriat, il faut quand même être super bien entouré. Alors, et entouré, c'est pas forcément ta famille. Tu vois, moi, j'ai une chance fabuleuse, c'est que pendant ma formation, j'ai rencontré 4 nénettes, enfin 3 du coup, du tonnerre. Mais quand je te dis du tonnerre, c'est qu'aujourd'hui, on s'envoie des messages presque encore tous les jours. C'est mes meilleurs soutiens, c'est que dès que j'ai un doute, on peut leur parler parce qu'en fait, on est dans la même optique, on est dans la même dynamique que mon mari. Des fois, quand je lui parle de mes peurs d'entrepreneur, il comprend pas. Il comprend pas parce que il connaît pas. Et c'est encore différent. Donc, c'est vrai que savoir s'entourer de personnes qui sont à peu près au même point, qui débutent au même point, c'est un conseil que j'ai donné il y a quelques jours à quelqu'un. C'est vraiment pour moi essentiel parce que, on avance ensemble. Donc, on a les mêmes peurs, on a les mêmes problématiques. Et du coup, l'expérience de l'une, de l'autre ou de l'un et de l'autre, ça permet d'avancer aussi. Et ça, c'est vraiment, enfin, je crois en l'intelligence collective. Et donc, c'est vrai que moi, ce groupe, elles se reconnaîtront. Ce groupe, c'est vraiment ma force, quoi. Mais je te rejoins totalement parce que même si effectivement on a des proches qui nous soutiennent, comme on n'est pas exactement dans la même situation, c'est pas évident de comprendre effectivement ce que la personne ressent. Et c'est logique, hein, ça fonctionne pour tous les domaines en réalité. Mais c'est vrai que en tout cas dans l'entrepreneuriat, t'as plus souvent des montagnes comme ça, alors que peut-être sur d'autres parcours c'est un peu plus linéaire, surtout sur les débuts justement. Donc effectivement, s'entourer de personnes qui sont à peu près au même stade, c'est très cool. Et moi de mon côté, j'étais aussi entourée de personnes qui étaient un peu plus avancées. Et comme ça, je trouvais ça aussi cool de dire mais avec le recul, regarde où j'en suis maintenant. Toi, t'en es au stade avant, mais regarde, tu verras au fur et à mesure, ça ira. Et aussi, finalement, avoir aussi des bons conseils, parce que quand t'es un petit peu face à une problématique et que personne ne l'a vécu autour de toi et que tu peux pas avoir ce retour d'expérience, parfois c'est un peu compliqué. Et c'est aussi pour ça que pour le coup, les réseaux sociaux, c'est aussi, un gros avantage pour ça, parce qu'il y a des gens avec qui t'échanges pas, mais eux, ils vont partager justement leur expérience, leur vie pro, des choses comme ça. Et dans ce qu'ils vont partager, tu vas te retrouver. C'est pour ça que les réseaux sociaux, moi je suis convaincue que c'est une bonne chose. Faut juste en faire une très bonne chose, voilà. Mais en tout cas là-dessus, je trouve que c'est hyper cool d'avoir des retours à portée de main, quoi. Ah, mais je te rejoins. Et en plus, franchement, tu fais des super rencontres, même sur les réseaux. Tu vois, pas plus tard qu'il y a deux jours, j'étais en galère. Parce que là, tu vois, j'ai un petit truc qui sort là dans pas longtemps. J'ai vu. J'ai envoyé, voilà, t'as vu, hein. J'ai vu un message. Et du coup, j'ai envoyé un message à Juliette Cadeau, parce elle en avait fait un aussi, et que mine de rien, elle est super accessible, cette nénette, Ouais, carrément. franchement très sympa. Et donc, je lui ai envoyé un message en mode au secours, help, j'ai besoin d'aide, il y a un truc que j'arrive pas à faire. Tu en avais parlé sur un de tes posts, est-ce que tu peux juste me débloquer? Et franchement, Juliette, super sympa, elle m'a pris mon numéro, elle m'a appelé pour tout m'expliquer en pas à pas, et elle m'a vraiment débloqué la situation. Et on se connaît pas d'avant, on a juste échangé sous les posts par commentaire, et donc voilà, donc même sur les réseaux, tu peux faire des rencontres, juste génial. Moi, je sais que quand on vient me demander quelque chose en privé, je réponds avec grand plaisir, parce que justement, pour moi, il y a la concurrence, elle est pas là en fait. Oui, on va être concurrent sur certains points, mais en fait, dans les métiers qu'on fait, que ce soit toi ou moi, on va attirer des gens qui nous ressemblent. Il y a quand même, je sais pas combien de personnes dans le monde. Alors, dans le monde, peut-être pas, même beaucoup en France. Donc, la personne que tu veux attirer, c'est pas forcément la personne que Juliette va vouloir attirer, et c'est pas forcément sa cible. Donc, oui, il y a de la concurrence, mais en fait, c'est de la fausse concurrence, puisqu'il faut qu'il y en ait pour tous les goûts. Aujourd'hui, communiquer, tout le monde a besoin de communiquer. Enfin, c'est celui qui me dit, j'ai pas besoin d'être présent sur les réseaux. Très bien, très bien. Mais voilà.
je vais te laisser, il y a pas de souci, parce que moi je suis pas dans la prospection à dire vas-y, prends-moi. Non, non, moi c'est t'as envie de bosser avec moi, on bosse ensemble. T'as pas envie de bosser avec moi, c'est pas grave, et je vais pas venir te relancer 15 fois derrière. Je sais pas faire, ça me saoule quand on me le fait, donc j'ai pas envie de le faire aux autres. Tu sais, c'est comme la vendeuse quand t'es dans un magasin Mais qui oui, arrive, tu regardes un truc, je peux vous aider, tu dis non merci. Là t'as la vendeuse sympa qui te laisse regarder, et t'as la vendeuse, tu regardes 3 trucs après, je peux vous aider? Je peux vous aider? Non, mais stop! Stop, en fait, j'ai juste envie qu'on me foute la paix. Donc, la personne, elle n'a pas envie d'être aidée. Ça sert à rien. Et en fait, c'est peut-être même elle derrière qui reviendra parce qu'elle t'a trouvé sympa et que justement, tu l'as laissé tranquille. Donc, voilà, c'est les réseaux. C'est génial parce que tu fais des rencontres superbes déjà avec tes pairs et même juste, je pense aussi à Justine. Je sais pas si tu la suis, Justine, qui parle l'amie des sorcières, si, qui je est la suis totalement aussi. qui est totalement dans un autre, tu vois, dans un autre domaine, et que j'adore suivre parce que ce qu'elle partage, je trouve ça super intéressant. Tu vois, moi, ça anime ma curiosité naturelle. Ce qu'elle partage, c'est plein d'histoires, ses enquêtes. J'adore, je suis juste fan. Mais voilà, et c'est quelqu'un que j'aurais jamais, c'est pas en cliente ou n'importe, je m'en fiche en fait. Mais j'adore la suivre et on a même fait un café visio. Enfin, c'était vraiment super sympa juste de pouvoir rencontrer du monde, quoi. Bah, c'est vrai que les réseaux sociaux, pour ça, à la fois, ça te donne des backups, des choses comme ça, et ça te permet aussi de rencontrer des personnes, mais que tu aurais juste pas pu rencontrer parce que bah, rien que géographiquement déjà, et puis bah, les univers aussi qui sont complètement différents. Donc c'est vrai que là-dessus, ça joue, et bah, comme tu dis, moi je suis hyper d'accord avec toi sur cet aspect concurrence, et je pense que, tu vois, moi c'est pareil, quand on vient me poser des questions en privé ou quoi que ce soit, je réponds toujours, parce que bah, quand moi je me suis lancée et que j'allais poser des questions, etc., on m'a aussi répondu. Et en fait, je suivais une personne qui s'appelle Mélodie Barabé, donc elle est photographe, et en fait elle disait que quand elle s'est lancée, c'était ultra compliqué, quand elle allait contacter des photographes, bah on lui donnait pas les tarifs, elle savait pas, enfin tu vois, tout ce qu'on peut aussi connaître aujourd'hui, hein, mais que du coup elle prend le contre-pied, et donc bah si on vient lui poser une question, elle répondra. Et moi je l'avais écoutée dans un podcast, et c'est ce que j'avais fait, j'avais été la voir parce que sur une de mes premières missions, je savais pas comment chiffrer, donc elle m'avait dit bah voilà, moi à ta place j'aurais fait comme ci, comme ça, comme ci, comme ça, et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah moi je dis toujours que j'ai pas du tout de tabou sur l'argent, peu importe, même quand je suis formatrice, des choses comme ça, je le dis toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me voir, je répondrai, parce que bah comment tu fais sinon? Si t'as aucune marge, en plus c'est pas tout le monde qui affiche ses prix, parce que ça c'est pareil, c'est encore un autre sujet, mais tout le monde n'affiche pas ses prix, donc parfois même au niveau du marché, tu sais même pas comment te positionner, donc bah c'est important qu'il y ait des gens qui prennent ce temps-là et qui te disent bah c'est ok, on va réfléchir ensemble et on va voir comment on peut avancer ensemble, donc c'est aussi un petit peu la base, je pense, d'être ouvert et d'être de s'entraider en fait. Ah mais là je suis totalement d'accord parce que surtout quand tu parles des prix, c'est super compliqué quand tu te lances au départ de te dire est-ce que je suis au juste prix, est-ce que je suis pas trop cher, est-ce que je suis pas moins cher, parce que enfin il y a aussi aujourd'hui dans la sphère aujourd'hui t'as ceux qui cassent les prix totalement, t'as ceux qui sont vraiment au-delà et c'est où te situer pour réussir à avoir des clients quand même, tu vois, enfin c'est et c'est vrai que moi j'ai pas fait cette démarche d'aller demander autour alors que j'ai fait ma petite enquête moi perso, mais c'est vrai que des fois quand certains tu vois sur le groupe avec mes copines là, des fois on s'envoie des captures de tarifs qui sont affichés, on se dit mais comment elle peut vivre la nénette, ou comment il peut vivre en fait, parce que c'est juste pas possible. Enfin, ça veut dire si tu prends 2 clients comme ça, à quel moment tu fais ta compta, à quel moment tu fais ton truc, parce qu'il y a dans l'entrepreneuriat il y a ce qu'on idéalise, c'est je vais faire ce que j'aime C'est ça. tout le temps. Et il y a la réalité, il y a le lundi compta, C'est ça. les trucs factures, les mails, les relances et tout ça. Mais tout ça, on ne prépare pas, en fait. Et c'est vrai que de pouvoir en parler, de pouvoir discuter, tu vois, moi, j'avais eu un souci avec un client et je sais plus, j'en avais discuté avec quelqu'un pareil, que je connais ni d'Ève ni d'Adam à la base et qui m'avait dit, écoute, réponds-lui comme ça sera peut-être plus simple. Et ça m'avait vraiment débloqué parce que toi, voilà, on est solopreneur. Alors, j'avais fait un post là-dessus, j'aime pas ce mot-là, mais c'est vrai que t'es seul des fois et t'es seul face à ta difficulté et voilà, mais comment tu réponds dans ta tête, tu sais comment lui répondre, mais tu sais que tu peux pas répondre ce que t'as Ouais, dans ta tête. c'est ça. Donc parce que sinon Faut mettre un tu petit m'écris. filtre. Voilà. Sauf que bon voilà, et ben, du coup c'est bien de s'entourer, enfin, et de trouver d'autres personnes et même justement d'aller leur demander parce que qui vont mettre ce filtre et qui vont aussi avoir le recul nécessaire pour te dire c'est grave ou c'est pas grave, parce que des fois pour toi tu vas te faire une montagne d'un truc alors qu'en fait ils vont te dire attends mais moi ça maintenant c'est peanuts quoi par Mais rapport au ouais. problème que je peux avoir, et là ça permet de relativiser. Complètement. Et s'il y a quelqu'un qui nous écoute et qui est justement un petit peu dans nos situations, parce que moi je me retrouve totalement dans ce que tu dis, c'est-à-dire quelqu'un qui se laisse un petit peu mener par sa passion, qui change souvent de vie professionnelle, mais qui n'est pas forcément compris. Est-ce que tu aurais un conseil à lui donner? Alors le conseil que je pourrais lui donner c'est déjà
de faire un retour, un point sur pourquoi il en est arrivé là. Parce qu'en fait, des fois, ce qui est fait qu'on n'ait pas compris, c'est qu'on n'arrive pas à expliquer. On n'arrive pas à expliquer que là, il y a eu une opportunité et voilà pourquoi. Donc, c'est se poser et de dire, OK, j'ai une vie qui est totalement pas linéaire. Moi, je sais que sur mon CV, enfin, sur certains, on me l'a dit, hein, voilà, parce que il fallait quelqu'un qui ait toujours fait ça, tu vois, le bac, le bidule, le chouette, 5 ans là, 6 ans là, et non, en fait, moi, oui, mon parcours, autant te dire, tu vois, ça fait comme ça, là, voilà. Donc, mon CV, il peut plaire à certains, il va pas plaire à d'autres, mais du coup, il faut pouvoir quand même l'expliquer. Je sais que moi, quand on m'a reçu, on m'a dit une fois, vous avez un CV qui est très, très bizarre. Je dis oui, mais je peux vous l'expliquer. Et en fait, si tu veux, j'ai raconté mon parcours de vie en disant que j'avais besoin de cette curiosité. Donc, tu mets en avant, en expliquant ce que tu aimes, tu mets en avant tes points forts, parce que la curiosité, alors oui, ça peut être un vilain défaut, mais pour beaucoup de métiers, c'est quand même important d'être curieux aujourd'hui. Donc, tu mets en avant tes points forts et tu vas expliquer par tes points forts. Voilà. Et à un moment donné, il vaut mieux aussi savoir dire, j'ai préféré stopper un boulot dans lequel je ne me sentais pas bien, plutôt que de continuer et de ne plus être en accord avec moi-même. C'est pas quelqu'un qui aujourd'hui change. Il faut pas se dire qu'il est volage et qu'il sera. C'est pas quelqu'un, quand on voit ce genre de CV, qu'on va se dire, il va peut-être rester que 3 ans. Qu'est-ce qu'on en sait en fait? Non, parce que si ça lui plaît, si ça nourrit sa curiosité, si ça nourrit tous les points, il va peut-être rester 10 ans en fait. Tous les profils sont différents. Par contre, il faut leur laisser la chance. Mais je pense que c'est au profil, voilà, à la personne de pouvoir aussi expliquer le pourquoi. Parce qu'on a tous des parcours de vie et en fait, il faut pas avoir honte de son parcours de vie. On assume. Aujourd'hui, je pense qu'un recruteur ou n'importe qui va préférer quelqu'un qui va être honnête sur un parcours de vie en disant, oui, j'ai eu un parcours de vie un peu chaotique pendant une période, ça a été un peu compliqué. Mais aujourd'hui, voilà ce que je sais, ce que je veux faire, parce que j'ai quand même toutes ces forces, parce que toutes mes expériences aujourd'hui, moi, me permettent de travailler avec des entreprises, mais totalement différentes en fait. Je suis pas nichée et j'ai pas voulu me nicher parce que justement, ça nourrit ma curiosité, mais parce que ça me permet. On apprend de ces expériences. Il faut pas voir que les échecs. Il faut essayer d'inverser. Tu vois, tu vois pas le verre à moitié vide, tu vois le verre à moitié plein, et que dans chaque expérience, même la plus petite, tu as appris quelque chose. Et tu as peut-être appris soit sur toi, soit quelque chose qui va te servir derrière pour ton boulot. Et c'est ça qu'il faut mettre en avant. Et c'est toutes les forces, en fait. Ouais, écoute, on va finir là-dessus, de faire de toutes ces expériences une force. Et de toute façon, même si on se rend pas compte encore, par exemple, aujourd'hui, en quoi ça va nous servir, ça nous servira à un moment ou à un autre. Et justement, c'est pas que en termes de compétences, c'est aussi en termes de connaissance de soi, de connaissance de l'autre, et de toutes ces choses qui sont tout aussi importantes qu'une compétence en tant que telle. Écoute, merci beaucoup Raphaël pour ton partage. Merci beaucoup à toi pour l'invitation. C'était vraiment un réel plaisir d'avoir cette discussion avec toi. Je t'en prie. À bientôt. À bientôt. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode. Si tu veux soutenir Ça suffit les conneries, tu as plusieurs choix. Premièrement, tu peux rejoindre les communautés sur Instagram et LinkedIn en tapant Ça suffit les conneries. Deuxième choix, tu peux t'abonner via la plateforme d'écoute que tu utilises pour écouter tes podcasts. Et dernière chose, tu peux également le partager à une personne qui aurait besoin, envie d'entendre cet épisode. Merci à toi et à dans 2 semaines.